Bonjour, je suis donc Frédéric Turpin, professeur d'histoire contemporaine et de relations internationales à l'université Savoie-Mont-Blanc, chaire Saint-Gore de la francophonie également. Je suis spécialiste des relations franco-africaines du temps colonial et surtout pendant la période post-coloniale jusqu'à nos jours. J'ai notamment publié une biographie de Jacques Foccart, une biographie de Pierre Messmer aussi, des personnages à la fois d'ampleur nationale et d'ampleur franco-africaine. En toute objectivité, aucun pays, aucune métropole coloniale n'a procédé à une décolonisation totalement volontaire. Il y a pu y avoir des forces politiques en interne, comme en France, qui ont poussé dans le sens de la fin de la sujétion coloniale, mais c'est toujours, disons, contrainte et forcée qu'une métropole finit par lâcher sa proie, c'est-à-dire ses colonies et les populations à l'intérieur. En France, évidemment, en France comme pour le Royaume-Uni, hein, la décolonisation a été fortement accélérée par la Seconde Guerre mondiale qui, du point de vue historique, a été un formidable accélérateur du processus historique de la décolonisation. Mais globalement, ça a toujours été une décolonisation qui a été, pour l'essentiel, contrainte par un mouvement d'ampleur mondiale qui était celui de la décolonisation. Il y a à la fois continuité et rupture. Voilà, je vais m'exprimer un peu comme un bon Normand. C'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais il y a un peu des deux, si vous voulez. Pourquoi? Parce que il est évident que dans le processus historique de décolonisation, après la Seconde Guerre mondiale, vous avez la mise en place de la Quatrième République et du titre 8 de l'Union française, qui est la nouvelle forme de l'empire colonial français, qui hésite encore entre l'assimilation et l'association. Avec la loi cadre de Fer, donc portée par Gaston Defferre, ministre socialiste de la France d'outre-mer en 1956, c'est vraiment le choix de la philosophie de l'association qui est réalisée à ce moment-là par l'État français. Et cette loi cadre de Fer est essentielle parce qu'elle met en place des assemblées nationales territoriales, des conseils exécutifs, c'est-à-dire des pré-gouvernements, et crée une véritable vie politique à l'intérieur des territoires d'outre-mer qui commence à être une vie politique nationale, si vous voulez, dans un ensemble qui est encore un ensemble franco-africain. Mais vous avez là une prémisse, enfin des prémices d'un détachement lent et progressif par rapport à la France. Donc en 1958, lorsqu'on en arrive à une césure qui est une césure franco-française, liée à la question algérienne pour l'essentiel, mais qui reste, disons, une opposition de politique intérieure, avec le 13 mai 1958, la fin de la Quatrième République et l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, il est évident qu'il reprend le dossier décolonisation dans l'état où il se trouve à ce moment-là, c'est-à-dire dans les premiers mois d'application de la loi cadre de Fer. Les premières élections territoriales ont eu lieu en 1957, ce qui a permis de mettre en place ces conseils exécutifs au niveau de chaque territoire. Mais, et c'est là où il y a rupture, De Gaulle a nourri très tôt, c'est-à-dire depuis la France libre, une pensée ultramarine. Ce n'est pas quelqu'un qui est sans aucune expérience en matière de gestion de l'Empire, des territoires d'outre-mer. De toute façon, n'oublions pas que les premiers pas de la France libre sont à Londres, mais la légitimité nationale de la France libre, c'est l'AEF, avec Brazzaville, capitale de l'Afrique française libre et de la France libre. Donc, il y a un lien quand même très fort entre De Gaulle et l'Afrique subsaharienne. Et au moment de la libération, quand il est président du gouvernement provisoire de la République française, et par la suite, sous la Quatrième République, lorsque il est président du Rassemblement du peuple français, parti d'opposition à la Quatrième République, il avance un programme de réforme de l'Empire, de l'Union française, qui va dans le sens de l'association, de la création d'une vaste fédération franco-africaine. Donc, quand il revient au pouvoir en 1958, il est aussi porteur d'un projet qui lui est propre, même si depuis 1955-56, ce projet est très largement partagé par la classe politique globalement française et africaine. Je pense à Félix Houphouët-Boigny, ce projet d'une fédération franco-africaine. Et là aussi, il y a une rupture importante, c'est que la rédaction de la future constitution de la Ve République et de son titre 12
de la communauté franco-africaine, entraîne De Gaulle à faire plus de concessions qu'il ne l'aurait souhaité, en particulier en donnant à chaque territoire d'outre-mer le statut d'État, État autonome à l'intérieur d'un ensemble qui est la communauté franco-africaine, dominée bien sûr par la République française, mais vous avez là une disjonction importante, ce ne sont plus des territoires de la République française, ce sont des États autonomes, donc distincts de la République française à l'intérieur de la communauté franco-africaine. Et le véritable discours de rupture de l'homme de Brazzaville, suivant le mythe gaulien, ce n'est pas la conférence de Brazzaville de janvier-février 1944, c'est le discours du général de Gaulle qui fait une grande tournée en Afrique pour promouvoir le oui au référendum, fin août 1958, et le 25 août 1958, de Gaulle fait un grand discours à Brazzaville où il propose clairement aux élites africaines et aux Africains le choix entre le oui à la Constitution et au titre 12, donc à la communauté franco-africaine, l'aide de la France, l'amitié, le soutien de la France, et le non à la Constitution, qui signifie une rupture. Traduisez ce que le leader guinéen Sékou Touré appellera l'indépendance contre la servitude politique, mais dans la misère. Donc ça, c'est vraiment le grand discours de rupture du De Gaulle décolonisateur de Brazzaville. Et c'est là vraiment qu'il y a une accélération dans la reprise en main par le général de Gaulle du dossier de la décolonisation. Ceci étant, il ne faut pas perdre de vue que De Gaulle, en bâtissant la communauté franco-africaine en 1958-59, le fait pour une durée qu'il estime, disons, de 15 à 20 ans. C'est ce qu'il dit à Pierre Messmer, fin juin 1958, lorsqu'il le nomme haut commissaire en Afrique occidentale. Messmer lui demande, mais pour combien de temps vous pensez que cette communauté va durer? De Gaulle répond 20 ans, c'est-à-dire à la fin des années 70, au début des années 80. Donc c'est ce projet, à la fois continuité et rupture, parce que la communauté est fille de la loi cadre de fer, et en même temps, elle est la fille des projets ultramarins portés par le général de Gaulle depuis 1945-46. L'Algérie, ça a toujours été un cas à part dans l'empire colonial français. D'abord par sa période de conquête. La conquête débute en juillet 1830, c'est-à-dire sous la monarchie de Juillet, c'est-à-dire, du point de vue historique, entre les deux grands empires coloniaux français. Le premier, disons pour faire simple, de 1534, avec le début de la conquête de l'Acadie, sous François Ier, jusqu'à la fin de ce premier empire avec la défaite française face au Royaume-Uni dans la guerre de 7 ans, et puis la vente de la Louisiane par Napoléon Ier, etc. Bon, bref, jusqu'à la Révolution, ce premier empire, il n'en reste quasiment plus rien, si ce n'est des confettis, c'est-à-dire à les Antilles, par exemple, la Réunion, etc. Et puis vous avez un deuxième empire colonial français, celui dont on parle aujourd'hui pour l'essentiel, qui débute véritablement, disons, dans la deuxième moitié du XIXe siècle et surtout dans le dernier tiers du XIXe siècle pour la conquête, la pacification. L'Algérie est entre les deux, tout simplement en 1830, ce qui fait sa spécificité statutaire. Et deuxième élément de différenciation majeur, c'est que la France est encore en état d'envoyer des populations pour coloniser, et l'Algérie est quasiment la seule colonie de peuplement de tout l'empire, en tout cas du deuxième empire colonial français. Et ça change tout évidemment dans les structures de gouvernance de cette colonie et aussi dans le rapport aux autochtones. Lorsque vous avez juste quelques administrateurs, missionnaires ou militaires, sans compter quelques commerçants, la population européenne est très très réduite numériquement. En 1954, au moment de la Toussaint Rouge, c'est-à-dire ce qu'on considère comme étant le début du déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne, il y a à peu près 10 millions d'habitants en Algérie, 9 millions, comme on dit dans le jargon administratif de l'époque, de FSNA, de Français de souche nord-africains, et 1 million de FSE, de Français de souche européenne, c'est-à-dire 1 million de pieds noirs. Donc, si vous voulez décoloniser, c'est pas du tout la même affaire que d'évacuer 500 personnes ou à la rigueur 2000 ou 3000 personnes. Ça n'a rien à voir. Il y a un aspect sentimental qui d'ailleurs fait que l'Algérie est considérée
dans, dans les structures gouvernementales françaises comme une partie intégrante de la France et fait unique géré par le ministère de l'Intérieur et non le ministère des colonies pour les colonies en elles-mêmes ou le ministère des Affaires étrangères pour les protectorats type Maroc ou Tunisie. C'est vraiment un cas à part à tout point de vue. C'est un grand débat historiographique sur le fait de savoir si De Gaulle était dès 1958, en retrouvant les rênes du pouvoir, un partisan de l'indépendance de l'Algérie ou s'il a changé à partir de 59-60 en voyant que sa politique face au FLN ne fonctionnait pas, ne parvenait pas à pacifier l'Algérie. Ma réponse, mon interprétation en tout cas de la geste gaulienne et de sa politique algérienne, c'est que De Gaulle était partisan de l'indépendance dès 1958, mais qu'il était partisan de l'indépendance avec une phase de transition qui s'appelait la communauté franco-africaine. Et d'ailleurs, De Gaulle le dit clairement, lorsqu'il crée la communauté africaine, titre 12 de la Constitution, c'est d'abord un projet géopolitique de puissance, mais c'est aussi, il ne s'en cache pas, pour essayer de trouver une solution, c'est probablement sa solution, au conflit algérien. C'est-à-dire donner plus d'autonomie, voire l'autonomie interne, à une Algérie, disons, algérienne, à l'intérieur de la communauté franco-africaine. Et si on s'en tient au délai donné à Pierre Messmer en 1958, c'est-à-dire 15 à 20 ans, ça veut dire que là, certes, De Gaulle est convaincu par le caractère inéluctable des indépendances africaines et algériennes en particulier, mais avec une phase, une sorte de sas de transition vers les indépendances qui peut durer au moins 10 ans. La question de savoir quand commencent les mouvements indépendantistes, que ce soit en termes de structure partisane et surtout d'adhésion des masses des populations colonisées, est une question qui est assez polémique. Polémique parce que ça touche aux mémoires et aux reconstructions nationales post-indépendance. On le sait, par exemple, il y a une différence d'interprétation en matière de genèse et de développement du nationalisme algérien entre la France et l'État algérien. Donc c'est une question qui est relativement sensible globalement dans l'historiographie, que ce soit par la question mémorielle qui l'accompagne ou tout simplement par la difficulté à appréhender les moments où on peut vraiment discerner un nationalisme qui tend à l'indépendance et non pas une revendication identitaire qui se comprendrait ou qui réclamerait finalement l'égalité des droits avec la France. Parce que dans le cas algérien, on peut légitimement, si on s'en tient à un certain nombre de grands leaders algériens des années 30, comme Ferhat Abbas, qui réclament d'abord l'égalité des droits entre Algériens et Français avant de réclamer à partir de la Seconde Guerre mondiale l'indépendance pure et simple. Donc il faudrait, si vous voulez, pour bien arriver à appréhender ces processus, à la fois considérer pays par pays et ensuite couche sociale par couche sociale, parce qu'il est évident qu'on écrit l'histoire le plus souvent à travers ceux qui parlent, qui écrivent et donc qui laissent des traces que l'on peut recueillir, utiliser et essayer d'appréhender si ces traces, ces écrits, ces prises de position sont révélatrices d'une prise de conscience globale ou simplement individuelle. Donc on étudie les structures partisanes en Afrique subsaharienne, après 1945, vous avez une certaine démocratisation qui autorise les syndicats, qui autorise les partis politiques. Donc on scrute tout particulièrement le Rassemblement démocratique africain, qui est le grand parti transafricain de l'Afrique francophone. On scrute aussi tout particulièrement les syndicats. Qui sont des éléments essentiels, moteurs aussi de sensibilisation des masses africaines aux questions politiques nationales, voire nationalistes. Donc ce sont tous ces éléments qui font que, effectivement, il faut regarder cette mosaïque dans sa diversité, sachant que, quelles que soient ces différences, il y a quand même des facteurs extérieurs communs, en particulier la Seconde Guerre mondiale, qui constituent, on le sait, et c'est facile à démontrer,
un formidable accélérateur de ce processus de prise de conscience d'identités différentes de celle de la France et de sa traduction dans une volonté de rupture, d'indépendance politique, de créer un État-nation différent de celui du colonisateur. L'aspiration générale aux indépendances, aux ruptures avec les métropoles, se concrétise d'abord par des formes politiciennes, c'est-à-dire la création de structures partitiques, donc de partis politiques, d'associations type loi 1901, si vous voulez, dans le cas français, mais qui ont très vite, à travers des objectifs sociaux et citoyens, des objectifs politiques, et bien sûr des syndicats, qui sont des structures qui mobilisent beaucoup et qui forment des militants. Parce que c'est ça, c'est pas simplement avoir quelques leaders, il faut aussi derrière former les militants qui vont eux-mêmes aller irriguer les masses africaines de la bonne parole diffusée par ce syndicat ou ce parti en faveur justement de plus d'autonomie, de plus d'indépendance. Donc c'est tout ce processus qui se fait globalement et en particulier le Rassemblement démocratique africain que je citais précédemment est un élément essentiel parce que c'est le premier grand parti transafricain dans l'Empire français et comme on le sait, il a d'abord un message. En 1946, il est apparenté au Parti communiste français, et donc c'est un message quand même très anticolonialiste où l'indépendance est l'objectif ultime fixé dès le début. Ça va évoluer ensuite lorsque le RDA cassera l'apparentement avec le PCF à partir de fin 49 en 1950 et s'apparentera à l'UDSR de René Pleven et François Mitterrand. Et là, le RDA deviendra finalement le grand parti de la fédération franco-africaine, de la communauté franco-africaine. Mais cette évolution, c'est pour ça que je parlais de mosaïque, de sentiments, de différences entre les pays et même à l'intérieur de chaque pays, cette évolution vers une forme d'intégration franco-africaine de type fédéral, portée par Félix Houphouët-Boigny, le président du RDA, sera critiquée et condamnée par une partie des cadres du RDA qui resteront sur une ligne beaucoup plus dure, c'est-à-dire celle de l'indépendance pure et simple, comme par exemple les cadres de l'UPC, Niobé le premier, Moumié et d'autres, hein, ou Djibo Bakary par exemple au Niger. Là, vous avez une partie des cadres du RDA qui sont restés sur la ligne d'indépendance. Donc, c'est pas du tout un mouvement monolithique de ce point de vue-là. Vous avez les différences, mais tout ça exprime bien aussi ce que sera la France-Afrique post-indépendance. Tout simplement, il y a des continuités de personnes, de sentiments à travers les différences de statut politique. Dans la décolonisation, il y a des différences de rythme qui sont très importantes. D'abord, on le sait parce qu'il suffit de regarder une chronologie pour voir que l'Asie, les pays colonisés en Asie obtiennent leur indépendance essentiellement dans les années 40 et 50, alors que pour l'Afrique, c'est plutôt les années 60 ou au seuil des années 60. Donc il y a des différences de chronologie qui peuvent montrer des différences d'organisation des mouvements nationaux, des structures politiques, peut-être organisées beaucoup plus tôt et donc efficaces par rapport aux colonisateurs de manière, disons, plus rapide qu'en Afrique. Bon, ceci étant, vous avez des leaders de l'Afrique française qui ne sont pas tous partisans, bien sûr, d'une rupture avec la France. La plupart du temps, il s'agit d'obtenir l'indépendance politique tout en gardant des relations amicales avec la France. Mais, en quelque sorte, chacun chez soi. Plus de colonisation, plus d'État colonial, désormais chacun sa souveraineté intérieure, ce qui n'empêche pas d'avoir de bonnes relations. C'est le cas notamment de quelqu'un comme Senghor en 1957-58 qui prêche tout de même l'indépendance, alors pas d'une manière véhémente comme d'autres, tout en gardant l'idée de maintenir des relations privilégiées entre la France et l'Afrique. Félix Houphouët-Boigny, l'ivoirien, lui, est au contraire partisan de relations organiques très fortes entre la France et l'Afrique, et en particulier la Côte d'Ivoire, et partisan d'une relation qui se traduise par une organisation de type fédéral avec l'égalité des droits et des devoirs entre Français et Africains.
C'est un petit peu, si vous voulez, l'application de l'édit de Caracalla dans l'Empire romain au IIIe siècle après Jésus-Christ, qui donne la citoyenneté à tous les citoyens de l'Empire, à l'égal d'un citoyen romain de Rome. C'est cette idée d'un peu d'assimilation, mais dans la différence, parce qu'il n'y a pas de sentiment chez Houphouët que un Ivoirien est culturellement du même ordre qu'un Français de métropole, du Nord, de la Corrèze, etc. Il y a quand même une différence très nette. C'est pas de l'assimilation pure et simple, mais il y a cette idée d'une structure franco-africaine qui doit demeurer et qui doit relier en permanence la France et l'Afrique. Et puis vous avez même des leaders africains qui, eux, sont, alors là carrément ouvertement, pour des formes d'assimilation. Euh, le meilleur exemple, c'est le président gabonais, le premier président gabonais, le père de l'indépendance gabonais, Léon Mba, qui en 1958, au moment où la Cinquième République a été votée par référendum par les Français et les Africains, il faut opter en les anciens territoires d'outre-mer, si vous voulez, d'Afrique, à commencer par le Gabon, doivent opter entre trois statuts. Un statut de département d'outre-mer, un statut de territoire d'outre-mer, c'est-à-dire redéfinir ce statut dans la Constitution de la Ve République, ou un État autonome qui dispose de l'autonomie interne pleine à l'intérieur de la communauté franco-africaine. Or, évidemment, De Gaulle, Jacques Foccart, le gouvernement français prône la troisième solution, c'est-à-dire de devenir des États autonomes à l'intérieur de la communauté franco-africaine. Léon Mba, lui, demande discrètement, mais demande au président de Gaulle la première solution, c'est-à-dire la départementalisation. Bon, De Gaulle chargera Foccart d'essayer de convaincre, ce qu'il arrivera à faire, le président Mba de renoncer à une option qui paraît quand même très passéiste. Et puis, c'est pas dans l'air du temps, et surtout, c'est pas l'objectif de Gaulle de transformer l'Afrique en département français. Hein. C'est très clairement, De Gaulle a commencé à passer, si vous voulez, à un autre stade des relations franco-africaines. Pour lui, la colonisation, au sens de dominer, du point de vue de la souveraineté, un territoire et ses populations, c'est terminé. Donc, pour mener à bien sa grande politique mondiale, il faut une politique d'influence qui ne repose plus sur la domination politique de territoire. Donc, il n'est pas question de départementaliser en 1958 le Gabon, pas plus que la Côte d'Ivoire d'ailleurs, hein, très clairement. Donc, ça vous montre bien qu'il y a des différences de tempérament entre les principaux leaders de l'Afrique française qui, alors, est-ce qu'on peut dire que ça traduit les tempéraments de leur population? C'est probablement exagéré, mais il y a des sensibilités différentes, c'est vrai, suivant le travail des structures politiques partisanes, des partis, des syndicats qui ont pu jouer depuis 1945, c'est-à-dire depuis presque une quinzaine d'années, enfin un peu plus, presque 20 ans, dans l'Afrique française. Le processus de décolonisation qui est un processus mondial et non pas simplement spécifiquement français, est d'abord soutenu par la défaite ou l'affaiblissement des puissances européennes qui sont des puissances coloniales avec la Seconde Guerre mondiale. C'est en cela que c'est un formidable accélérateur du processus de décolonisation qui montre aux populations colonisées la faiblesse de leurs colonisateurs et donc la possibilité, ce qui était peu évident avant, de réussir à se débarrasser de cette suggestion coloniale. Donc, il y a forcément un effet de facteurs extérieurs qui vont cristalliser les oppositions, leur permettre de mieux s'exprimer et leur donner plus de force finalement. Et ce d'autant plus qu'après la Seconde Guerre mondiale, vous avez la guerre froide qui se met en place, qui est l'opposition planétaire entre deux superpuissances, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, qui ces deux superpuissances, chacune avec des doctrines différentes, prônent l'anticolonialisme, c'est-à-dire la décolonisation. Donc, les chefs de file de la coalition occidentale, pour le Royaume-Uni comme pour la France, qui sont les deux plus grands empires coloniaux au monde, les États-Unis sont partisans déclarés de la décolonisation. Donc, ça joue évidemment considérablement sur l'ambiance
l'atmosphère internationale et la décolonisation est un processus historique propre en lui-même, mais qui est intrinsèquement lié pendant la guerre froide justement à ce processus historique de la guerre froide. Ce n'est pas la guerre froide qui invente la décolonisation, ni la décolonisation d'ailleurs qui invente la guerre froide, mais la guerre froide constitue un formidable accélérateur de ce processus historique de décolonisation. On peut le voir dans un certain nombre de conflits, y compris dans l'Afrique française, mais dans la lutte et le combat pour l'indépendance du Cameroun, l'UPC a des liens avérés avec l'Union soviétique au moins jusqu'en 1957, et ensuite on est sûr aussi des liens entre l'UPC, surtout de Moumié, après la mort de Niobé en 1957, et des liens donc, entre l'UPC et la Chine communiste, qui l'aide très clairement. Donc, ce n'est pas uniquement qu'une question complotiste, j'allais dire, des propagandistes et défenseurs de l'empire colonial français. La guerre froide, la subversion communiste représente un danger, évidemment, pour la pérennité des liens franco-africains. Mon remarque vaut tout autant pour la période coloniale que pour la période post-coloniale. La décolonisation française en Afrique subsaharienne est relativement pacifique. Je veux dire relativement parce qu'il y a le cas du Cameroun, évidemment, qui est une véritable guerre d'indépendance, et aussi d'ailleurs une guerre civile entre Camerounais, mais qui est d'abord une guerre d'indépendance, comme on peut le voir un peu plus au nord en Algérie. Mais pour le reste de l'Afrique subsaharienne, pour les autres territoires d'AOF et d'AEF, globalement, il n'y a pas d'affrontement armé, il n'y a pas de résistance de maquis qui se mettent en place contre la France. C'est-à-dire que c'est une indépendance qui est négociée dans la bonne entente à la fin de l'année 59 et obtenue en 60-61 pour ces 14 pays d'Afrique subsaharienne. Donc les relations sont bonnes, voire très bonnes de ce point de vue-là. Et ça s'explique bien sûr par ce processus de décolonisation qui s'est fait d'un commun accord. Et quand je dis d'un commun accord, ce n'est pas uniquement la France qui aurait gracieusement donné l'indépendance aux Africains, c'est simplement qu'en 59, un certain nombre de dirigeants africains disent à De Gaulle, maintenant on veut l'indépendance tout en restant dans la communauté. Ce qui n'est pas possible constitutionnellement. Vous ne pouvez pas être indépendant et en même temps dépendre de la constitution écrite interne d'un État étranger. Ça veut dire qu'il fallait réformer la constitution française pour permettre à la communauté franco-africaine de devenir une communauté contractuelle, c'est-à-dire contractualisée par le biais d'accords de coopération entre la France et ses États indépendants. Mais pour De Gaulle, à ce moment-là, le dilemme, il est simple, c'est soit je refuse, mais je risque d'avoir la remontée des nationalismes africains dans un sens anti-français, avec éventuellement le risque de déboucher sur des conflits armés du type algérien, soit je cède et je réorganise les modalités des relations franco-africaines sur la base de l'indépendance politique, c'est-à-dire que les anciens États autonomes membres de la communauté franco-africaine deviendraient des États souverains du point de vue international, mais tout en maintenant des liens forts à travers des coopérations multisectorielles, c'est-à-dire en passant une politique d'influence pure et simple. Donc De Gaulle accepte la mort dans l'âme d'ailleurs, hein, parce que pour quelqu'un de sa génération, c'est pas si simple de décoloniser. Je rappelle que De Gaulle est né en 1890, hein, tout de même. Donc même en 1960, quelqu'un qui a été habitué à la plus grande France, qui a vécu sans être un turiféraire de la colonisation, ce que De Gaulle n'est pas, la France était quand même la plus grande France. Donc il faut accepter ce facteur décolonisation et De Gaulle, pour le coup, accepte pleinement ce facteur. Et la décolonisation d'Afrique subsaharienne, finalement, on en parle très très peu en 1960-61. C'est le cancer algérien, la guerre d'Algérie, qui est au cœur des préoccupations nationales de la classe politique française. Ça passe un peu comme une lettre à la poste. De Gaulle va mettre en place une politique de coopération qui, disons, répond à un double objectif, une politique de grandeur, c'est-à-dire redonner à la France une position mondiale, en particulier avec cette sphère d'influence en Afrique subsaharienne,
Et deuxième élément, une politique d'aide au développement, car la France se veut la championne de la cause du tiers-monde et elle a l'occasion, avec ses anciennes colonies devenues indépendantes, de mener une politique d'aide au développement exemplaire, à imiter par toutes les autres puissances riches, tous les pays riches, les pays développés du Nord. Il faut bien distinguer, si vous voulez, le projet géopolitique pour la France du général de Gaulle des intérêts qui vont avec, qui sont la conséquence, si vous voulez, de ce projet géopolitique. De Gaulle, il a une conception de la puissance de la France qui entend refaire de notre pays une grande puissance mondiale, entre les deux grands, soviétiques et américains. Et pour cela, il a une vision stratégique qui s'appuie sur le développement économique de la France. Nous sommes évidemment au tout début de cette formidable accélération de l'économie française, la croissance du PIB à plus de 5% par an, avec la politique de plein emploi. C'est aussi en 1960 le moment où explose la première bombe atomique française, qui va permettre de créer la force de frappe nucléaire, bref, l'indépendance stratégique de la France. Mais il faut aussi, pour être une grande puissance, pour paraphraser Raymond Aron, être une puissance qui soit écoutée partout dans le monde, quel que soit le sujet traité, même si cela ne la regarde pas. Donc pour être écouté, il faut avoir un certain poids. Poids au sens physique, c'est-à-dire la capacité d'action sur le terrain international, ou représenter aussi un certain nombre de pays autour de vous qui sont associés à vos messages, à votre puissance. C'est le principe d'une sphère d'influence. Et De Gaulle conçoit dans ce schéma de la puissance française plusieurs sphères d'influence. La première, qui est au cœur du dispositif, c'est d'organiser une confédération de l'Europe occidentale. Ce sera le plan Fouché de 1961-62 qui sera un échec, puisque nos partenaires, les 5, n'en voudront pas sans surprise. Une Europe occidentale, confédérale et non fédérale et supranationale, donc confédérale, avec à sa tête la France, pour utiliser une sorte de caisse de démultiplication de la puissance française grâce aux 5 partenaires de la CE, de la France de l'époque. Il y a ensuite deux autres échelons de sphères d'influence, le Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, qui doivent constituer aussi des relais importants, y compris vis-à-vis du monde arabe de la France, d'où d'ailleurs dans les accords d'Évian, qui sont bien sûr connus pour mettre fin à la guerre d'Algérie et permettre l'indépendance de l'Algérie début juillet 1962. Mais il y a toute une partie des accords dont on parle relativement moins, qui est l'organisation d'une coopération franco-algérienne entre États indépendants que De Gaulle veut exemplaire pour montrer que la France a tourné la page du colonialisme et c'est donc la France nouvelle en quelque sorte qui se projette désormais et qui entend donner une image positive, bien sûr, sur la scène internationale. Et puis, il y a le troisième élément, le troisième cercle, si vous voulez, qui est l'Afrique subsaharienne francophone, où là, la France doit garder les relations les plus étroites possibles, les plus privilégiées possibles avec ses anciennes colonies devenues indépendantes. Initialement, en 60-61, on pensait que, à défaut de communauté organique, constitutionnelle, on pouvait essayer de maintenir une formule plus souple, plus contractuelle, c'est-à-dire la communauté bis ou communauté contractuelle. Celle-ci va échouer du fait de l'opposition de Félix Houphouët-Boigny et des États de l'Entente à l'été 1961. Mais il restera bien sûr tous les accords de coopération franco-africains qui vont désormais tisser le quotidien des relations franco-africaines, et ce quasiment jusqu'à la fin de la guerre froide, jusqu'au seuil des années 90. Donc ça, si vous voulez, c'est le moule original, le modèle de la coopération franco-africaine, mise en place du temps du général de Gaulle et essentiellement aussi appuyé, organisé par Michel Debré, son Premier ministre, et qui va perdurer cas un cas pendant une trentaine d'années. La France garantit la protection militaire, la protection diplomatique et entend aussi avoir des avantages, si j'ose dire, par rapport à sa protection. Ce qui nous conduit évidemment en matière stratégique. Le pétrole du Gabon, par exemple, ou l'uranium du Niger, qui sont souvent les deux
les deux matières stratégiques les plus citées en matière d'intérêt direct du maintien de la France-Afrique ou de la France CCI Afrique dans ses relations franco-africaines post-indépendance. Ceci étant, il ne faut pas se tromper d'optique. De Gaulle n'a pas fait la politique de coopération franco-africaine pour le pétrole gabonais, hein, il faut dire les choses clairement. C'est un élément de l'équation des matières stratégiques pour assurer l'indépendance énergétique de la France, qui est un des éléments d'une équation plus vaste, qui est l'indépendance de la France vis-à-vis des deux superpuissances, pour refaire de la France une grande puissance mondiale, ce qui passe par l'indépendance militaire, l'indépendance économique, l'indépendance énergétique. Mais les relations franco-africaines ne peuvent pas se réduire uniquement à la mainmise sur le pétrole du Gabon et transformer le Gabon en une sorte de Focarland, comme on a pu le dire à partir des années 80. C'est bien plus compliqué. Si vous prenez le cas du Niger, par exemple, et de l'uranium, c'est que ça a été essentiel, cet uranium, mais que l'uranium qui a d'abord été utilisé dans les premières centrales nucléaires françaises était d'abord de l'uranium prélevé en France métropolitaine. Ensuite, on a voulu préserver, disons, les mines françaises pour l'avenir et on a essayé de diversifier, à commencer par les zones sous influence stratégique de la France, c'est-à-dire le Gabon où il y a la Comilog, hein, il y a aussi des minerais d'uranium qui est prélevé chaque année dans les années 60-70, et le Niger. Donc à cette époque-là, effectivement, la France-Afrique a une importance qui peut être qualifiée de stratégique. Même s'il faudrait déjà nuancer par rapport à une certaine doxa. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple l'année 1978, nous sommes vraiment dans la France-Afrique, là, 78, il n'y a pas de problème, la guerre froide n'est pas là, elle était toujours là, je veux dire, n'est pas finie, donc nous sommes, disons, au milieu du gué de la France-Afrique. Or, l'uranium, les minerais d'uranium du Niger, en termes d'importation en France, sont à égalité avec le minerai d'uranium d'Afrique du Sud. Donc, vous voyez, c'est important, mais ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga. La France n'est pas non plus pieds et poings liés à l'uranium du Niger, parce qu'on a d'autres sources d'approvisionnement. Et si je vous faisais le calcul à l'heure actuelle, on se rendrait compte que le Niger, à l'heure où je vous parle, n'est que le 4e fournisseur de la France. C'est très loin. Alors, on n'en est pas là à l'époque, c'est le 2e fournisseur pour l'essentiel, mais c'est important. Mais ce n'est pas pour autant que les centrales nucléaires françaises n'auraient pas fonctionné et qu'on n'aurait pas pu fabriquer les armes nucléaires et thermonucléaires françaises. On pourrait faire le même constat avec le pétrole, hein. L'essentiel du pétrole qui est consommé en France vient des pays du Golfe Persique. Ça dépend de quel côté du rideau de fer on se place, tout simplement, puisqu'il ne faut pas oublier cet élément quand on analyse la France-Afrique, celle qui disparaît finalement dans les années 90. Donc, ce qui a été mis en place à partir de la présidence du général de Gaulle, à partir des indépendances, la toile de fond, c'est la guerre froide. Et l'Afrique, comme d'ailleurs l'Europe, sont des objets de rivalité entre Américains et Soviétiques dans la guerre froide. Donc, dans le cas africain, si la situation peut paraître gelée en Europe après l'érection du mur de Berlin en 1961, le continent européen est relativement calme du point de vue des tensions, des crises Est-Ouest, jusqu'à la crise des euromissiles en 1983. Mais vous n'avez pas d'affrontement direct. Alors qu'en Afrique, à partir des indépendances, les affrontements disons, directs entre les deux blocs, subversion communiste, contre-guérilla, tentative de déstabilisation des régimes, sont monnaie courante et vont même s'accélérer dans les années 70, dans la deuxième moitié des années 70, qui constitue le moment paroxysmique de l'avancée de l'Union soviétique sur le continent africain, notamment grâce à la décolonisation portugaise qui permet à des pays comme l'Angola, le Mozambique de devenir des régimes marxistes, progressistes, hein, et donc d'être le théâtre de guérilla et de contre-guérilla, disons, anticommunistes, soutenus par la CIA, soutenus par le SDEC, notamment en Angola. L'UNITA de Jonas Savimbi est soutenu par la CIA et le SDEC hein, dans les années 70 et 80. Donc, cet aspect guerre froide, il est fondamental pour bien comprendre ces évolutions et finalement ce rôle de la France. Parce que
La France, bien sûr, n'est pas acceptée et qualifiée de puissance néocoloniale par le bloc soviétique. D'ailleurs, l'expression néocolonialisme vient à l'origine de la propagande soviétique. C'est un slogan qui a pignon sur rue dans la gauche et l'extrême gauche française pour décrire, en tout cas jusqu'en 1981, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle accède au pouvoir, les relations jugées déjà coupables entre la France et ses anciens territoires d'outre-mer, devenus indépendants. Donc, il y a un refus du rôle de la France qu'elle s'est arrogé avec l'accord, évidemment, des équipes présidentielles africaines en place à partir de 1960-61. De l'autre côté, du côté américain, il y a une forme d'acceptation. Je ne dis pas qu'on a signé un contrat, attention, pas du tout, mais il y a une forme d'acceptation tacite parce que les États-Unis ne peuvent pas être partout numéro un en première ligne. L'objectif des Américains, c'est souvent de sous-traiter avec des puissances régionales. Pensez par exemple à l'Iran du Shah dans les années 60-70, qui soutient bien sûr la politique américaine au Proche-Orient. Euh, pour l'Afrique subsaharienne, c'est la France qui, pour l'essentiel, joue ce rôle, ce qui n'empêche pas les rivalités entre Américains et Français en Afrique subsaharienne francophone, hein, notamment autour du Gabon, des puits de pétrole, etc. Vous avez des rivalités parfois très fortes, hein, mais globalement, il y a une forme d'acceptation dans le camp occidental du rôle spécifique de la France, qu'on a appelé le gendarme de l'Afrique, traduisez de l'Afrique francophone, de la France, tout simplement. Il y a une forme d'acceptation de la part des États-Unis parce que ça rentre parfaitement dans le cadre de sa stratégie mondiale de lutte contre le communisme, de lutte contre le bloc soviétique. La politique de coopération franco-africaine repose sur deux piliers. La volonté de grandeur nationale du général de Gaulle et qui entend maintenir à la France une sphère d'influence en Afrique subsaharienne. C'est l'expression classique du précaré africain de la France et cet objectif central, il va demeurer bien sûr du temps du fondateur de Gaulle et avec ses successeurs, Georges Pompidou, gaulliste, Valéry Giscard d'Estaing, libéral, centriste, socialiste, François Mitterrand et même encore Jacques Chirac et pour l'essentiel en partie ses successeurs. Donc cet objectif central, il n'a pas disparu en tout cas jusqu'au milieu des années 90. Ce qui implique d'avoir des relations de coopération très étroites, en particulier du point de vue militaire, du point de vue diplomatique, du point de vue politique. Mais il y a aussi, c'est le deuxième volet, le deuxième pilier de ces relations franco-africaines, une politique d'aide au développement qui est fondamentale par rapport à des pays qui en ont un besoin vital. Il faut dire les choses clairement. En 1960-61, la grande majorité des États africains francophones ne sont pas prêts à assumer une véritable indépendance économique, financière, sans la métropole, voire même humaine, en ce sens bien précis que la colonisation française n'a pas formé assez de cadres supérieurs, mais aussi subalternes, ce qui impose à la coopération française de mettre en place des moyens humains de substitution pour assumer dans les premiers temps les indépendances, y compris dans les gouvernements africains devenus indépendants. Vous avez des ministres français, ministre de l'économie. Tout ce qui est technique est assuré très largement par des citoyens français ou des doubles nationalités, des franco-africains. Mais vous avez une coopération de substitution pendant les premières années de la coopération qui fait que jusqu'à des instituteurs sont encore français dans des pays du fin fond de l'Afrique subsaharienne, alors même que l'indépendance est là depuis 2 ou 3 ans. Donc cette coopération de substitution, De Gaulle ne veut absolument pas qu'elle perdure. L'objectif de De Gaulle, c'est de couper les liens entre la France coloniale et la France post-coloniale pour bien montrer que la colonisation pour la France, c'est terminé. Donc l'idée de De Gaulle, c'est de remplacer le plus vite possible cette aide vitale pour les États nouvellement indépendants qui réclament cette aide. Ça fait partie évidemment de tous les accords de coopération. Il y a plus de 350 accords de coopération entre les 14 États d'Afrique subsaharienne francophones devenus indépendants et la France entre 1961, grosso modo, et 1964, la première génération des accords de coopération. Et ça prend tous les domaines de l'action publique,
On pense toujours à l'armée, bien sûr, la politique de défense, mais c'est aussi tout ce qui est sécurité intérieure, la formation de la police, de la gendarmerie surtout, la formation des services secrets pour la protection de ces États et de ces équipes présidentielles, la protection diplomatique, mais aussi un certain nombre de fonctionnaires, par exemple du ministère de l'économie et des finances, qui viennent mettre en place toutes les pratiques pour réaliser un budget dans un État moderne, former tous les cadres africains qui vont prendre le relais au fur et à mesure des années 60. Il n'empêche que cet aspect coopération humaine sera un des traits marquants des relations franco-africaines, et c'est aussi ce qui entretient cette forme d'ADN franco-africain pendant près de 30 ans, parce que vous aurez toujours des Français, que ce soit des coopérants, y compris des jeunes faisant leur service militaire en coopération, mais aussi des entreprises françaises, des entrepreneurs français qui iront travailler en Afrique pendant que des jeunes Africains viendront se former dans les écoles en France, voire resteront sur place et repartiront ensuite dans leur pays. Donc vous avez tout un tissu humain qui sera évidemment la force aussi du maintien de ces relations franco-africaines. Mais pour dire les choses bien clairement, cette politique franco-africaine, c'est à la fois une politique de puissance voulue par la France et une politique d'aide au développement voulue par la France, mais qui correspond surtout à une nécessité vitale pour ces nouveaux États qui ont tout à construire, y compris d'arriver à faire fonctionner la machinerie complexe d'un État moderne. Et pour ça, l'aide de la France est vitale à ce moment-là. Ça vous explique que les choses s'embrayent finalement de cette manière au moment des indépendances, d'autant plus, comme on l'a dit précédemment, que cette décolonisation s'est faite relativement pacifiquement. C'est très difficile de couper tous les ponts avec la France, que ce soit en 1958, 1960 ou ensuite. Alors, il y a bien sûr un pays emblématique, c'est la Guinée de Sékou Touré, qui, en septembre 1958, vote non massivement. D'ailleurs, entre nous, soit les votes ont été massivement pour le oui, quand je dis massivement, c'est plus de 80-90%, sauf en Guinée où le vote a été massivement contre. Donc les opinions publiques étaient bien travaillées, visiblement, de part et d'autre. Sékou Touré est devenu ainsi, à partir de 58, l'archétype du leader africain et panafricaniste aussi d'ailleurs, qui a rompu avec l'ancienne métropole coloniale, qui peut parader dès lors à l'Assemblée générale de l'ONU, fustiger d'ailleurs un certain nombre de ses anciens camarades du RDA restés dans l'orbite de la France à travers la communauté franco-africaine, mais le prix à payer était très lourd, parce qu'effectivement, et ça c'est vraiment De Gaulle lui-même qui l'a voulu et imposé, la France a rompu quasiment tous ses liens de coopération avec la Guinée à partir du moment où elle a voté non et que ça a été officialisé, que la Guinée devenait indépendante et partait. Du jour au lendemain, l'État français, sur ordre de Gaulle, ce dont par exemple Foccart ne voulait pas une rupture aussi complète, il pensait qu'on pouvait trouver une formule de conciliation avec Sékou Touré, quelle que soit la véhémence de ses discours, mais il y avait toujours matière à s'entendre avec Sékou Touré, qui n'était pas anti-français, loin s'en faut. Donc c'est pas quelqu'un qui détesterait ou détestait de manière viscérale la France et les Français. C'est qu'il y avait une optique stratégique qui était vraiment différente et que Sékou Touré mettait en avant la nécessité d'abord de l'indépendance politique et ensuite des relations d'amitié. Donc voulait en terminer avec toute forme de dernier avatar de l'Empire français, ce qui était pour lui la communauté franco-africaine. Mais c'est De Gaulle qui a voulu une rupture totale pour protéger aussi le début de la communauté. Parce que De Gaulle a bien conscience que à partir du moment où il y a un des anciens territoires coloniaux français qui accède à l'indépendance, et qui va parader comme un État indépendant désormais aux yeux et au su de tous les autres dirigeants africains restés dans la communauté, ça va devenir invivable pour les autres dirigeants africains restés dans la communauté, qui ont leur opinion publique, qui ne comprend pas pourquoi eux non plus ne sont pas indépendants. Donc, De Gaulle poursuivra la Guinée de Sékou Touré d'un ostracisme belliqueux
en rompant toute forme d'aide financière, d'aide matérielle, en retirant tous les coopérants français. Et du jour au lendemain, la Guinée-Conakry va se retrouver toute seule et devoir faire appel évidemment au bloc soviétique pour trouver des solutions pour faire marcher évidemment son État, ce qui concrètement conduira le pays à la ruine. La Guinée-Conakry n'est pas le pays le mieux placé dans le classement de l'indice de développement, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, évidemment, il y a un choix De Gaulle l'a appliqué de manière presque rancunière, pour dire les choses franchement, par rapport à cette volonté de rupture. Rupture, sachant que De Gaulle a essayé quand même de changer les choses à sa manière, puisqu'il a donné plusieurs fois instruction ou laissé faire le SDEC pour essayer de renverser Manu Militari si nécessaire, de fomenter des complots contre Sékou Touré, pour se débarrasser évidemment de ce gêneur, mais qui finalement fait partie de ceux qui ont eu la peau, parce que dans l'équation de la fin plus rapide que prévue de la communauté, je rappelle que De Gaulle pensait que ça durerait 15-20 ans en 58, et puis à peine un an après, c'est fini. C'est fini pacifiquement, mais c'est fini quand même. Donc c'est un échec considérable pour De Gaulle à ce moment-là. Mais dans ces variables de l'équation communauté africaine, il est évident que la variable Sékou Touré et Guinée et le non-guinéen ont joué un rôle très important dans l'échec final de la communauté. Donc là, c'est un pays évidemment qui a rompu net. Et par la suite, une fois les indépendances obtenues pour tous les États africains francophones, bien sûr que vous avez aussi des ruptures avec la France qui sont souvent liées à des coups d'État. C'est-à-dire que quand les équipes présidentielles pro-françaises réussissent par leurs opposants, surtout s'ils sont soutenus par le bloc de l'Est, à renverser ces équipes, eh bien, vous avez généralement un régime marxiste qui se met en place. Je pense notamment au Congo-Brazzaville à partir de 1963, au Bénin à partir de 67. Vous avez des régimes marxistes, évidemment, soutenus par le bloc soviétique, d'une manière ou d'une autre, qui entendent rompre avec la France, même si la rupture n'est jamais complète. Il faut bien voir qu'il y a quand même des intérêts français et de ce point de vue-là, en tout cas quand Foccart est encore aux affaires, il essaye toujours, quelles que soient les oppositions idéologiques, de maintenir des relations pragmatiques le plus possible de coopération. Jacques Foccart, qui était précédemment conseiller technique pour les affaires africaines, les dom-tom et les relations avec le SDEC, à l'Élysée, auprès du général de Gaulle, qui prend la suite de Raymond Janot, et qui va rester secrétaire général pour la communauté et les affaires africaines et malgaches, c'est-à-dire le deuxième secrétariat général de l'Élysée. Il y a deux secrétariats généraux à l'époque à l'Élysée. Il y a celui que nous connaissons maintenant, le secrétaire général à la présidence de la République, et entre 1958 et 1974, date de sa suppression par le tout nouveau président Valéry Giscard d'Estaing, vous avez un secrétaire général bis qui ne s'occupe que des affaires africaines et malgaches et qui a à sa tête donc Jacques Foccart. Jacques Foccart qui, dans l'ordre protocolaire à l'Élysée, après le président, le numéro 2, c'est le secrétaire général à l'Élysée ou à la présidence de la République, et le numéro 3, c'est le secrétaire général pour les affaires africaines et malgaches, c'est-à-dire Jacques Foccart. Donc, c'est pas du tout une personne clandestine. Hein. Vous n'avez pas affaire à un visiteur du soir qui passerait comme ça, taper sur l'épaule de Gaulle pour prendre une bonne bière. Non, pas du tout. Vous avez un personnage important dans la hiérarchie de l'État français. Certes, c'est un personnage administratif, parce que les secrétariats généraux à l'Élysée sont au service du président de la République. Or, la politique africaine, depuis l'avènement de la Ve République, est une politique présidentialisée, c'est-à-dire une affaire réservée. Je ne dis pas un domaine réservé parce que du point de vue constitutionnel, ça n'existe pas, ou presque, dans la Ve République, mais c'est une affaire que De Gaulle gère directement. Pourquoi? Parce que dans la Constitution, De Gaulle, enfin, le président de la République française, est de droit président de la communauté franco-africaine. Et à ce titre, il a pour l'aider dans sa fonction de président de la communauté franco-africaine un secrétariat général distinct de celui de la République française pour gérer la République française en tant que telle, puisque les États autonomes membres de la communauté ne font plus partie, évidemment, juridiquement,
de la République française. D'où ces deux secrétariats généraux et d'où la position très particulière de Jacques Foccart pendant 14 ans auprès du président, enfin pendant 14 ans, 9 ans auprès du général de Gaulle jusqu'à son départ du pouvoir en avril 69, puis pendant 5 ans jusqu'à son décès prématuré auprès du président Georges Pompidou. Donc c'est une position unique dans l'establishment français, sachant que cette politique africaine de la France, c'est d'abord la politique du président de la République française. Donc il est au cœur de cette politique. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement il est un collaborateur indispensable pour le général de Gaulle? Tout d'abord, c'est quelqu'un d'extrêmement dévoué. Dévoué à la personne même du général de Gaulle. Pour dire les choses clairement, Jacques Foccart n'hésiterait pas un instant à sacrifier sa vie pour sauver le général de Gaulle si celle du général était en danger. Il y a là une fidélité personnelle absolue de la part de Jacques Foccart qui va consacrer une bonne partie de sa vie finalement au gaullisme et au soutien de l'action du général de Gaulle à partir de 1947-48 jusqu'à la mort du général, jusqu'à la mort de Georges Pompidou et ensuite auprès de Jacques Chirac, considéré comme l'héritier gaulliste, et donc jusqu'à la mort de Jacques Foccart en mars 1997. Alors la longévité auprès de De Gaulle, elle tient à ses qualités personnelles et à ses champs d'action, qui ne se résument pas qu'à l'Afrique. Ses qualités personnelles, c'est d'abord son statut. Foccart n'est pas fonctionnaire. Foccart est un contractuel, bien que secrétaire général à l'Élysée pour les affaires africaines et malgaches. Il est contractuel parce c'est un homme du privé qui a une société d'import-export, la Safiex, et qu'il a toujours tenu à ne pas être fonctionnalisé et surtout à ne pas rentrer dans la vie politique. Il ne veut pas d'un rôle de premier plan. Pompidou, en 69, face à la multitude des critiques contre Jacques Foccart et la politique africaine du général de Gaulle, voudrait transformer le secrétariat général pour les affaires africaines et malgaches en un grand ministère de la coopération qu'il donnerait à Jacques Foccart. Foccart refuse, ne veut pas être ministre, ne veut pas être député, etc. Donc, il veut rester un homme de l'ombre, pas dans le sens dépréciatif, mais dans le sens qui refuse, disons, la lumière des grandes fonctions électives, des grands mandats. Ça, Foccart n'en veut pas. Il veut servir la France, du moins une certaine idée de la France, celle portée par le général de Gaulle, par le gaullisme, par Pompidou, et ensuite par Jacques Chirac d'une autre manière. Donc c'est ça d'abord, si vous voulez, ce lien. Et puis Foccart, du point de vue humain, ça c'est le chapitre de ses compétences personnelles, c'est quelqu'un d'extrêmement appliqué et quelqu'un qui est très discret. Il a été formé dans la résistance, dans le service action aussi de la DGER qui est devenu le SDEC ensuite. Donc c'est quelqu'un qui, comme on dit à l'époque, est une tombe, au sens où il ne parle pas. Vous pouvez discuter avec lui, dire des choses extrêmement importantes ou banales. Vous ne trouverez aucun élément dans la presse qui fera en quelque sorte le compte-rendu ou des fuites. Non, il ne parle pas. Ça, c'est important tant pour les chefs d'État africains que pour le général de Gaulle. Et cette position auprès de De Gaulle, elle tient aussi, je vous ai dit, à son champ d'action. C'est le champ d'action. On le connaît comme étant Monsieur Afrique. Or, si on regarde bien les choses du point de vue chronologique, pour un expert aussi averti de la vie politique française qu'est le directeur du Monde, Pierre Biançon-Ponté, grand éditorialiste du Monde dans les années 60, qui écrit un très bel ouvrage satirique, un peu un bestiaire du gaullisme, c'est l'annuaire des gaullistes de 1963. Vous avez une très belle notice de Jacques Foccart dedans. Or, Jacques Foccart y est présenté presque exclusivement comme l'homme des services spéciaux. La casquette Afrique apparaît quasiment pas à ce moment-là. Elle vient progressivement, et en 1969 notamment, lorsque De Gaulle s'en va, vous avez l'opposition entre Alain Poher, le président du Sénat, et Georges Pompidou pour la succession du général de Gaulle à la présidence de la République. Et le canard enchaîné se déchaîne contre la politique africaine de la France en tirant, j'allais dire, à boulet rouge sur Jacques Foccart, l'homme du président de la République qui quittait ses fonctions
le général de Gaulle. Là, c'est bien la casquette du monsieur Afrique qui commence désormais à devenir prépondérante et qui, pour la postérité, sera donc celle de Jacques Foccart, monsieur Afrique de Gaulle, de Pompidou, de Chirac. Mais Foccart, dans les années 60, c'est aussi, et peut-être d'abord, l'homme des services spéciaux. C'est un réserviste du service action du SDEC, et c'est lui qui assure la liaison entre le SDEC et le président de la République durant toutes les années 60. C'est aussi l'homme des polices parallèles, avec le service d'action civique, le SAC, ce qui lui a été beaucoup reproché, évidemment, y compris en 1969 et par la suite. Et c'est aussi, on l'oublie, l'un des conseillers politiques les plus écoutés du général de Gaulle. Il voit tous les soirs le général de Gaulle pour faire le point sur l'Afrique, bien sûr, mais aussi sur les questions du SDEC et sur les questions de politique intérieure. Donc Jacques Foccart, c'est tout ça auprès de Gaulle, même si Pompidou le gardera par fidélité gaulliste, et surtout parce que Foccart, c'est dans une politique présidentialisée où les relations personnelles entre dirigeants africains et dirigeants français sont fondamentales. C'est la matrice fonctionnelle, si vous voulez, de cette France-Afrique. Foccart, c'est le court-circuit. C'est celui qui permet d'atteindre directement le général ou Pompidou ou Chirac sans passer par les bureaux, comme le tout venant, comme le citoyen lambda, par le Quai d'Orsay, etc. Il suffit d'un coup de téléphone, finalement, de voir Foccart, de le connaître, pour pouvoir, si on a quelque chose à demander ou à faire savoir, toucher directement le président de la République, qui est le compositeur de la partition de la politique africaine de la France. Parce que Foccart n'est pas celui qui fait la politique, au sens qu'il la conceptualise. Lui, il la met en application par rapport à ce que De Gaulle, puis Pompidou, puis Chirac décident. Ce sont les présidents de la République français qui sont les chefs d'orchestre, les compositeurs, et en partie les chefs d'orchestre. Foccart, lui, il l'applique avec bien souvent une grande latitude dans les moyens. La notion de réseau Foccart est une notion qui, avec le temps, est devenue très polémique, puisque c'est censé représenter la quintessence négative de la France, c'est dit, Afrique, de ses dérives, parce qu'une partie de ces réseaux serait, disons, liée à la corruption, à la mafia, aux intérêts douteux de la France, aux compromissions aussi, Elf Gabon, etc. Bref, tous les scandales financiers, en particulier de la France-Afrique des années 90, se sont en partie concentrés sur cette matrice des réseaux Foccart qui sont devenus une sorte d'élément clé du mythe, de la légende noire, finalement, de la France-Afrique. Alors, les choses sont probablement plus compliquées et plus simples à la fois. Plus compliquées parce que la notion de réseau, on le sait, en sciences sociales, est quand même assez complexe et très large en tant que telle. On peut définir différemment cette notion de réseau. Jacques Foccart réfutait avoir des réseaux, les réseaux Foccart. Pour lui, qui venait de la résistance et service action du SDEC, un réseau, c'était une structure hiérarchisée où les agents étaient stipendiés, ce qui ne correspond effectivement pas au réseau Foccart. Alors, plus que de réseau, je préfère souvent, en ce qui me concerne, parler de cercles de relations et de différents cercles de relations. Sachant que s'il y a réseau, c'est d'abord les réseaux de l'État, puisque Jacques Foccart n'est pas un franc-tireur qui ferait ce qu'il voudrait, comme il voudrait par rapport à la politique africaine. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas lui le concepteur de cette politique africaine. Il applique les directives stratégiques et parfois même les directives très précises du général de Gaulle et de ses successeurs, avec certes une marge de liberté quant aux moyens à utiliser. Dans cette marge de liberté, il y a l'information officielle ou para-officielle qui dépend donc des réseaux officiels liés à l'État français, et puis il y a tous ces cercles de relations, disons privés, personnels, de Jacques Foccart. Sur ce qui relève de l'officiel, je rappelle que Jacques Foccart est secrétaire général pour les affaires africaines et malgaches à l'Élysée, c'est-à-dire à la droite du général de Gaulle puis de Pompidou pendant 14 ans, et que donc son premier réseau, c'est le SDEC, tout simplement.
en termes d'information et même d'action avec le service action. Et c'est d'autant plus vrai que le SDEC a monté une section N, qui est la section Afrique, au moment de la communauté, et sont développés dans les années 60, qui a été donc développée par l'ami et camarade gaulliste de Jacques Foccart, Maurice Robert. Donc tant que Maurice Robert est aux affaires à la tête du SDEC Afrique, il est clair que c'est sa source première d'informations, disons, les plus confidentielles. Pour le reste, Foccart a un statut officiel, je le répète, n'est pas un franc-tireur, ce qui veut dire que euh, tous les chefs d'État africains correspondent directement avec lui pour toucher le général de Gaulle ou la machinerie politique ou administrative française, de l'État français, ce qui veut dire que Foccart passe beaucoup de temps au téléphone avec des chefs d'État africains, des ministres africains, parfois des opposants africains. C'est même quasiment la caractéristique principale de sa gestion, c'est de savoir écouter. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une tombe, il ne dit pas, il ne raconte pas à tout le monde, à qui veut l'entendre, ce que lui a dit un tel ou un tel. C'est un gage de confidentialité lorsque vous traitez avec Jacques Foccart, parce que pour lui, c'est l'État français qui est en jeu. Ce qui a fait dire à un autre grand spécialiste des questions africaines, Pierre Messmer, non sans humour, que le premier réseau de Jacques Foccart, c'était le réseau téléphonique. Ce qui est en partie vrai, objectivement, parce que c'est son outil de travail indispensable, ce qui est d'autant plus curieux que Foccart n'aimait pas beaucoup en fait parler au téléphone. Mais pour les biens de la cause, en tout cas ce qu'il considère être le bien de la cause de la politique française, la politique gaullienne, puis pompidolienne, puis chiracienne, il passe beaucoup de temps au téléphone à finalement régler des problèmes, mais aussi à connaître tous ces interlocuteurs. Donc tout ça, c'est les réseaux officiels en France métropolitaine, c'est le réseau des préfets, parfois des secrétaires généraux de préfecture ou de conseillers municipaux, bref, vous voyez, tout l'establishment français ou franco-africain, pour le coup, participe à l'information de Jacques Foccart, mais quand je dis l'information de Jacques Foccart, c'est l'information du président de la République, directement. C'est le principal collaborateur pour les affaires africaines et malgaches du président de la République qui décide de la politique africaine de la France. Alors ensuite, vous avez ce que j'appelle les cercles de relations. Et là, ce sont souvent soit des entrepreneurs, ça peut être des religieux, ça peut être des personnalités africaines sur place ou françaises. Ce sont des gens qui ont affaire ou qui ont eu affaire à Foccart dans les années 50 ou après dans les années 60-70 jusqu'à sa mort et qui s'adressent pas forcément, je vais dire, en tant qu'institution à une autre institution. Ce sont des personnes privées qui ont quelque chose à faire savoir ou à demander à Jacques Foccart. Car quand vous êtes un court-circuit, forcément, vous attirez aussi un certain nombre de demandes, de promotions, de légion d'honneur, de ceci, de cela. Et d'ailleurs, une bonne partie du travail de Jacques Foccart à l'Élysée, c'est de régler les petits problèmes, les menus problèmes des équipes présidentielles en Afrique. On a besoin d'un chauffeur, d'un cuisinier français, il faut trouver une école privée pour la fille de tel président, etc., etc. C'est des petites choses, jusqu'à l'avion personnel pour le président, il leur faut un Falcon, etc. Donc, c'est aussi tout ça, plus les grands problèmes, le problème de coopération, intervention à tel endroit, opération homicide contre tel activiste qui veut la peau de tel président africain, etc. Donc, les réseaux de Foccart, c'est tout ça, si vous voulez, c'est cet aspect institutionnel officiel, en tout cas tant qu'il est à la droite du président de la République. Et ce sont tous ces cercles de relations à des degrés différents de proximité, parce que tous ceux qui correspondent avec Foccart ne le connaissent pas forcément à titre, disons, amical, d'amis intimes. Bien au contraire, ce sont souvent des relations qu'on pourrait qualifier de travail, mais ce n'est pas des gens qui le payent, si vous voulez. Ce n'est pas un réseau d'informateurs qui serait payé en tant que tel. Ce sont aussi des gens qui ont quelque chose à demander à Foccart ou faire savoir, parfois pour se venger de telle ou telle personne dans tel pays, etc. Foccart fait le tri, et il fait le tri et il enregistre aussi tout ce qu'il fait. C'est ce qui a donné et permis notamment à Béchir Ben Yemed, le défunt patron de Jeune Afrique, d'éditer avec Fayard les 5 tomes du journal de l'Élysée de Jacques Foccart entre 65 et 74, qui sont une mine extrêmement importante d'informations pour les relations franco-africaines, ainsi d'ailleurs que tous les autres champs de compétences, SAC, SDEC, politique intérieure française. Donc voilà, si vous voulez, pour les réseaux Foccart, ce qui, à mon sens,
la nécessité de les démythifier et de montrer concrètement de quoi il s'agit, en particulier du rôle central du SDEC et de tous les services d'information français. La politique française en Afrique, elle vise fondamentalement à maintenir le précaré de la France. Et pour cela, techniquement parlant, il faut maintenir des équipes présidentielles qui soient acceptables par tout le monde, y compris par leurs propres administrés tout de même si ce sont très rapidement des pouvoirs autoritaires, avec parti unique, etc. Mais c'est essentiel que ces équipes présidentielles soient pro-françaises, si vous voulez. Donc, la protection française va aussi constituer en une mission anti-putsch, c'est-à-dire assurer la pérennité de ces élites africaines pro-françaises à la tête de leur État. Donc le SDEC, plus qu'une intervention quasi quotidienne, parce qu'on a une image là aussi fantasmée qui est liée à tous les scandales, toutes les dérives et toute cette légende noire de la France-Afrique édifiée à partir des années 90, mais concrètement, les interventions militaires françaises, le rôle du SDEC, il n'est pas de jouer au va-t-en-guerre en permanence, si vous voulez. Bien sûr qu'il y a des interventions, bien sûr qu'il y a des tentatives de déstabilisation, y compris contre Sékou Touré, aussi au Congo-Brazzaville. Bien sûr qu'il y a des opérations homo pour homicide. Bon exemple, c'est à Genève en 1960 l'assassinat du dernier grand leader de l'UPC camerounaise, Félix Moumié, par un agent du SDEC, un réserviste du SDEC. Donc, bien sûr qu'il y a toutes ces opérations clandestines. Ce n'est pas d'ailleurs la spécificité de la période gaullienne ou des années 60, 70, 80, puisque je rappelle que François Hollande a revendiqué dans un livre récent un certain nombre d'opérations homicides réalisées par les services spéciaux français. Donc ça n'a rien non plus d'extraordinaire. On peut trouver ça légitime ou non, ça c'est la question du citoyen. Pour l'historien, ça n'a rien d'exceptionnel, si vous voulez. Mais l'essentiel de l'action du SDEC, c'est de sécuriser au quotidien les équipes présidentielles et pour ça, de développer les appareils sécuritaires africains, en particulier du point de vue policier, contre-espionnage. Il y a toute la coopération aussi avec la DST, qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a pas que le SDEC, il y a la DST, la coopération policière, de mettre en place des gardes présidentielles, avec beaucoup d'anciens du service action du SDEC aussi, auprès des présidents africains. C'est ça, fondamentalement, c'est d'organiser l'appareil sécuritaire des États africains, des équipes présidentielles africaines, afin qu'elles puissent se protéger contre toute tentative de subversion, de putsch. Le SDEC, il est là, fondamentalement. Pour ça, c'est le bras droit, le bras armé de la politique africaine de la France, voulue par De Gaulle et ses successeurs. L'histoire du forain chez Maurice Robert, dans ses mémoires, qui explique bien cette technique, on va dire, c'est que De Gaulle ne signait pas un papier en disant aux ses successeurs on va assassiner monsieur un tel ou madame un tel, si vous voulez. Il s'agit généralement pour De Gaulle de donner un feu vert global par rapport à une opération de déstabilisation qui peut inclure des opérations homicides. Et lorsqu'il s'agit vraiment de cibler une personnalité, à plus forte raison si ce n'est pas en Afrique, mais si c'est en Europe ou ailleurs, sur terrain neutre, comme l'assassinat de Félix Moumié à Genève, là, le pouvoir politique se protège généralement, disons, de manière assez forte. Donc, De Gaulle, ce qu'explique très bien Maurice Robert ainsi que Focard, dans Focard parle, les entretiens avec Philippe Gaillard, De Gaulle ne donnait pas un feu vert, parce que sur cet assassinat précis, il y a fort à parier que dans le cas de Félix Moumié, De Gaulle n'était pas au courant spécifiquement que le SDEC allait assassiner Félix Moumié. Par contre, il avait donné le feu vert pour une opération globale d'élimination de l'UPC. Ce qui pouvait inclure, c'est le florent, justement, des assassinats ciblés. Donc il y a toujours cette manière de protéger le général de Gaulle et le pouvoir politique au sommet, puisque les fusibles, en cas de dérapage, il y a eu quand même quelques dérapages, notamment sur cette affaire Moumié où le SDEC a réussi. Le Moumié est mort, mais il n'est pas mort quand on le voulait. Il est mort beaucoup trop vite, puisqu'on le sait maintenant. Moumié était accompagné
très jolie personne féminine, il aimait beaucoup, semble-t-il, les blondes, qui était elle-même une relation très connue du SDEC qu'on utilisait pour ce type d'action. Bah, il n'a pas beaucoup bu le vin avec le thallium dedans. Il a fallu lui mettre une deuxième dose de thallium. Et malheureusement, il a bu les deux coup sur coup. Ce qui veut dire qu'au lieu de mourir peut-être une semaine ou deux après, il est mort quasiment quelques heures plus tard, mais en territoire helvétique et non pas en territoire africain, ce qui a posé quelques problèmes évidemment diplomatiques sérieux au général de Gaulle et à Foccart, mais bon, tout ça ne valait pas un renvoi de Foccart, en tout cas dans l'esprit du général de Gaulle, car mission était accomplie, tout simplement. Le bénéfice général pour la France, il est dans son premier objectif, qui est celui, un objectif géostratégique, de lui maintenir un précaré, une sphère d'influence propre, et ce, dans une conception globale de la puissance française qui entend faire de la France de nouveau une puissance qui compte sur la scène internationale, c'est-à-dire une puissance mondiale. Donc le maintien du précaré africain, à tout point de vue, participe à cet objectif stratégique voulu par de Gaulle et maintenu par ses prédécesseurs, y compris par le socialiste François Mitterrand, hein, jusqu'à la fin de la guerre froide. Donc cet objectif, il est central, et c'est ça le bénéfice numéro un. Après, comme je l'ai dit, la politique de coopération, c'est aussi une politique d'aide au développement, avec des transferts financiers français assez importants, hein, notamment ce qu'on appelait pudiquement les subventions d'équilibre à la fin de l'année budgétaire, qui permettaient d'équilibrer les budgets africains, notamment de payer les fonctionnaires pour éviter une crise sociale et une crise politique. Toujours, vous voyez, la volonté de maintenir, de sécuriser les équipes présidentielles en place. Mais c'est aussi de réserver le plus possible des marchés aux industries françaises, aux sociétés françaises dans ce précaré, même si on peut quand même noter qu'il y a un décalage entre l'importance stratégique du précaré et son importance économique et commerciale qui est relativement limitée puisque depuis les années 50, la France a fait le choix de l'intégration européenne, économique, commerciale et que les Trente Glorieuses sont fondamentalement un processus d'intensification des relations économiques entre pays industrialisés. Il faut attendre la mondialisation à partir des années 60 et surtout des années 70 pour avoir la mise en place de chaînes de production à l'échelle mondiale, si vous voulez. Donc des liens nord-sud, mais l'essentiel du boom économique français des Trente Glorieuses, c'est l'intensification des relations avec la CE, les partenaires de la CE, les États-Unis, donc un axe euro-atlantique. Il reste des niches pour certaines filières industrielles françaises ou certaines sociétés commerciales françaises en Afrique, mais globalement, ce n'est plus essentiel ou vital pour l'économie française. Même si dans les premiers temps, au moins jusqu'aux années 70-80, la France représente parfois plus de 40% du commerce de ces pays africains. Donc c'est une place prédominante qui va petit à petit s'effriter, mais essentiellement s'accélérer cet effritement avec la fin de la guerre froide et le processus d'accélération de la mondialisation économique qui va tout changer, ou définitivement tout changer pour le caractère presque exclusif de la présence commerciale française. Le gaulliste Pompidou et le centriste libéral européen convaincu Valéry Giscard d'Estaing n'ont pas été que de simples imitateurs de la politique africaine du général de Gaulle. Ils en ont repris l'objectif central, qui est le maintien du précaré africain à la France, mais ont commencé à adapter les modalités de cette politique à la nouvelle donne africaine, à la nouvelle donne française et bien sûr à la nouvelle donne internationale. Dans les modalités de gouvernance, c'est Pompidou qui lance à partir de 1972 la renégociation des accords de coopération 10 ans après la première génération, 60, 61, 64. Cette première génération d'accords était extrêmement précise, complète, comportait nombre de garde-fous tendant à une forme d'exclusivité de la France dans tous les domaines par rapport à ces pays. Et tous ces garde-fous sont devenus insupportables
pour les États africains. On n'est plus autant de la communauté ou encore moins de l'Union française. Donc tout ça, il faut le faire évoluer. Pompidou est à la manœuvre, pousse à cette renégociation, ne serait-ce que pour prendre de vitesse un certain nombre de demandes d'États africains qui veulent mettre fin à une forme de tutelle française héritée de l'immédiate période des indépendances. D'où la deuxième génération des accords de coopération entre 72 et 75, enfin surtout 72 et 74, c'est Pompidou qui l'a fait, en recentrant surtout sur la coopération française, sur, j'allais dire, la protection militaire, la coopération militaire et la coopération linguistique et tout ce qui est d'éducation. Donc tout ce qui est éducation nationale et francophonie. C'est vraiment les deux axes sur lesquels Pompidou va recentrer cette coopération franco-africaine. Et il va aussi créer le premier sommet France-Afrique en novembre 1973, sommet France-Afrique que Valéry Giscard d'Estaing va institutionnaliser une fois président de la République et qui va même devenir, sous sa présidence, un des grands rites de la famille franco-africaine, un des grands moments une grand-messe, si vous voulez, de cette France-Afrique orchestrée de main de maître avec un protocole spécifique, à chaque fois dans un pays différent et très médiatisé. Alors, Valéry Giscard d'Estaing, lui aussi, adapte la politique africaine de la France, ne serait-ce que parce que la situation en Afrique a considérablement évolué et que on reproche souvent à Valéry Giscard d'Estaing un fort interventionnisme militaire. Mais pour l'essentiel, cet interventionnisme militaire, il est dû à la détérioration de la situation géopolitique en Afrique, du fait de l'extrême poussée soviétique et de ses alliés, angolais, mozambicains, cubains aussi. Vous avez 40 000 Cubains quand même de l'armée cubaine installés et qui rayonnent en Afrique australe, voire en direction du Zaïre. Exemple, l'opération Bonite, le deuxième raid qui saute sur Kolwezi en mai 1978 pour libérer des otages européens et zaïrois par rapport à des rebelles, 2000 à 3000 rebelles katangais, mais derrière ces rebelles katangais, vous avez en fait une division cubaine qui est prête à franchir la frontière et à déstabiliser complètement le maréchal Mobutu pour faire basculer le Zaïre dans l'escarcelle de l'Union soviétique, du camp soviétique. Donc la France se joue sous Giscard un rôle, disons, étendu de gendarme de l'Afrique parce que nos alliés américains sont dans une période de moindre intervention à la suite du Watergate, à la suite de l'échec monumental, évidemment, des États-Unis au Vietnam. Je rappelle que Saigon tombe aux mains des Nord-Vietnamiens en avril 75. Bref, c'est un peu la période notamment de Carter comme président de la République, un moment de repli des États-Unis. Et la CIA continue à être très active, appuie et demande l'appui du SDEC ou des interventions militaires françaises, que ce soit au Zaïre, que ce soit au Tchad aussi, contre les menées offensives libyennes de Mouammar Kadhafi. Vous avez quand même un certain nombre d'interventions françaises qui tranchent avec la volonté gaullienne et pompidolienne d'intervenir militairement le moins possible, mais voilà, nécessité fait force de loi pour Giscard en la matière. Le premier septennat de François Mitterrand est tout à fait dans la continuité. Hein. Il n'y a pas eu de rupture de la politique africaine en 81, comme nombre d'ailleurs de militants socialistes l'espéraient compte tenu du programme du candidat Mitterrand. La démission du ministre de la Coopération internationale, Jean-Pierre Cotte, en décembre 82, marque la fin d'une sorte de tentative avortée de tournant tiers-mondiste, on va dire, de cette politique africaine de la France, que François Mitterrand n'a jamais réalisé et jamais toléré, car François Mitterrand a rechaussé les bottes gaulliennes en matière de politique africaine, que ce soit sur le fond, le maintien du précaré africain de la France, une forme d'héritage, si vous voulez, gaullien que Mitterrand assume pleinement, mais c'est aussi Mitterrand l'Africain. François Mitterrand qui a été ministre de la France d'Outre-mer en 1950-1951, ministre de l'Intérieur en 54, garde des Sceaux en 56-57. Bref, il connaît très bien ce qui était autrefois l'Union française, François Mitterrand.
Il a été très proche de Félix Houphouët-Boigny aussi dans ces années-là. Et aussi maintien dans les méthodes de gouvernement, de gouvernance, disons, de la France-Afrique, puisque cette France-Afrique continue d'avoir pour matrice fonctionnelle la personnalisation des rapports entre dirigeants africains et français, avec au cœur du dispositif la cellule africaine, cette fois-ci dirigée par Guy Pen, de 80 à 86, puis de 86 en 93 par Jean-Christophe Mitterrand, le fils de François Mitterrand, surnommé en Afrique Papa Madi. Mais ça montre bien aussi ce court-circuit encore plus important, parce que c'est familial, ce qui en Afrique a une importance aussi considérable pour nombre de chefs d'État africains. Donc, c'est pas vraiment le premier septennat, et c'est surtout avec la chute du mur de Berlin et surtout la fin de la guerre froide qu'il y a un vent de liberté venu de l'Est qui souffle et qui a un effet aussi considérable sur les régimes politiques africains corrompus, autoritaires, qui sont en plus confrontés à une grave crise économique du fait de la détérioration des termes de l'échange depuis le milieu des années 80 et qui sont confrontés aussi à un endettement croissant, voire abyssal, qui tue toute possibilité concrète de relance économique pour ces États. Donc, on arrive à un moment donné une sorte de phase terminale où il va falloir faire évoluer les choses pour sauver ces États, ces populations, les sociétés civiles qui ne peuvent plus, qui n'en veulent plus de cette oppression et qui veulent secouer le cocotier et qui veulent autre chose. Donc, il y a un moment, 89, 90, où ça commence à bouger énormément, mais François Mitterrand, au début, n'est pas très, disons, attentif et ne souhaite pas vraiment faire bouger les choses de manière importante. C'est son entourage, le Premier ministre aussi, Michel Rocard, et son entourage qui pousse évidemment à cet aggiornamento fondamental de la politique africaine de la France, qui donnera, lorsque François Mitterrand aura accepté à ces conditions ce changement, le fameux discours de La Baule de juin 1990, en marge du sommet France-Afrique, qui va changer en fait le logiciel, en tout cas théorique, de la politique de la France, en liant désormais des conditionnalités économiques à la question des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Donc là, il y a un changement de paradigme qui est fondamental, même s'il n'a pas été appliqué tout de suite, loin s'en faut. C'est surtout à partir de la présidence chiracienne que ces conditionnalités s'appliqueront, ne serait-ce que déjà par rapport aux grandes institutions internationales, mais aussi financières, hein, mais aussi dans la politique française. Ça se fait très progressivement. C'est le résultat d'un bouleversement externe à la fin de la guerre froide, des évolutions profondes des sociétés africaines, parce que les modèles mis en place, notamment des partis uniques, que ce soit en Afrique francophone, en Afrique anglophone ou autre, sont désormais quasiment caducs, ne tiennent plus le coup, et il y a une grande aspiration à plus de liberté politique, économique aussi dans ces sociétés. Et là, la France accepte finalement, à la fois contrainte et forcée, mais aussi dans une optique qui correspond bien à la volonté du Parti socialiste de l'époque, d'appliquer une politique peut-être plus à gauche de l'Afrique par rapport à l'Afrique que ce qui a été mené depuis 80. Il n'y a pas de rupture avec le passage, j'allais dire, à une nouvelle politique africaine de la France, passage progressif à partir de 1990. La vraie rupture de la France-Afrique, c'est 1994, concrètement. Mais il n'y a pas de rupture immédiate, notamment avec un personnage comme Omar Bongo, parce que la matrice fonctionnelle, qui est celle de la personnalisation des rapports, on ne pourra pas, disons, entre Chirac l'Africain et Mitterrand l'Africain, mettre en place des formes de relations purement institutionnelles entre le Gabon et la France. C'est pas possible parce que Omar Bongo est un des deux grands piliers de la France-Afrique avec Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny décède à la fin de l'année 93, Omar Bongo en 2009. Donc, on ne peut pas le traiter comme n'importe quel autre chef d'État africain. Déjà, à l'intérieur même de ce qu'était l'ancien précaré, puisqu'à partir de 90, si on peut parler de l'ancien précaré africain de la France. Et puis, le cas d'Omar Bongo est singulier parce que, à partir du choc pétrolier de 73, et même un peu avant, parce que les prix du pétrole montent avant le choc pétrolier de 73,
vous avez évidemment une très forte croissance des recettes de pétrole, et donc des recettes pour l'État gabonais, enfin traduisez plutôt pour la caisse personnelle d'Omar Bongo, puisqu'il y a une confusion totale chez Bongo entre caisse personnelle et caisse de l'État, ce qui est un des grands drames du Gabon, drame qui n'est pas terminé à l'évidence malgré le changement de régime avec les putschistes actuels, mais il est clair que vous avez un président africain qui dispose d'une caisse, d'une boîte noire pour financer, comme il le veut et à des taux très intéressants, la vie politique française. Donc, à cette personnalisation des rapports, on se rend service, tu me protèges, tiens, tu pourrais peut-être me rendre ce service en France pour un de mes fils, ceci, cela, oui, mais telle entreprise là est installée, quand même donner la priorité aux entreprises françaises, c'est important. Bon, ça, c'est des relations, j'allais dire, un peu classiques de la France-Afrique, mais ça dérive assez vite sur le financement occulte de la vie politique française. D'autant plus que jusqu'aux premières grandes lois de moralisation de la vie politique française, au début des années 90, il n'y avait pas vraiment de loi organisant, si ce n'est les délits financiers classiques, le financement de la vie politique. Donc, j'ose pas dire que tous les coups étaient permis, mais les valises de billets, finalement, n'étaient pas autorisées, mais ne pouvaient pas être aussi facilement condamnés qu'après les grandes lois sur le financement de la vie politique française. Et donc, vous avez bien sûr un financement occulte qui est réalisé par Omar Bongo et sa banque personnelle, la FIBA, jusqu'au début des années 2000 et qui, disons, déverse de l'argent tout autant à droite qu'à gauche hein, de la vie politique française. Donc, ça modifie le rapport d'inégalité originelle, ça l'annule en partie, même s'il faut bien voir que la relation reste toujours dissymétrique entre la France et le Gabon. Mais dans les relations interpersonnelles, il est clair que on parle beaucoup plus d'égal à égal, puisque Bongo, c'est quand même le financeur d'une bonne partie des élections présidentielles en France. Il faut dire les choses clairement. Donc on ne peut pas parler non plus, c'est pas une inversion si vous voulez des rapports, mais c'est pas non plus une dissymétrie totale comme c'était le cas du temps de Léon Mba et des premières années d'Omar Bongo, Albert Bernard Bongo avant sa conversion à la tête du Gabon. Le scandale Elf participe à la révélation d'une certaine France-Afrique, c'est-à-dire la naissance de la France CCDI Afrique, popularisée par le patron de Survie, l'association Survie, Xavier Verschave, qui popularise et réussit à transformer auprès des élites politiques françaises et même dans finalement toute la société française, la France-Afrique de Fouette, en une France-Afrique CCDI qui devient une sorte de condensé nauséabond de corruption, d'affaires troubles, de barbouzes dans tous les sens, et dont Elf est l'un des éléments, l'un des icebergs peut-être les plus rutilants, avec les opérations homicides et les valises de billets finançant la vie politique française. Simplement, le scandale Elf au Gabon et le scandale Elf tout court, qui disparaît, puisqu'il est racheté pour pas grand-chose par Total, alors que Total était beaucoup plus petit, moins riche que Elf. Ça peut paraître assez surprenant, mais c'est bien le scandale politique qui touche toute la classe politique, évidemment. Et c'est en fait la fin des dérives de la France-Afrique, beaucoup plus que de la France-Afrique en tant que telle. C'est ça, à mon avis, qu'il faut bien considérer. Mais en 94, si je cite cette année-là, c'est pas uniquement le goût de l'historien pour des dates charnières, mais c'est un moment de bascule à cause de deux événements. Le premier événement, c'est en janvier 94, la dévaluation du franc CFA. C'est la première fois de mémoire depuis 1967 probablement que le franc CFA est dévalué de 50%. Cette dévaluation, elle a été retardée, alors elle a été faite déjà en 90-91 par François Mitterrand qui n'en voulait pas, et c'est le Premier ministre de cohabitation Édouard Balladur, soutenu par le FMI, qui réussit donc à convaincre Mitterrand de le faire, mais ça a des conséquences sociales parce que ça relance évidemment l'inflation de manière drastique à une époque où les économies africaines sont exsangues. Donc ça a des conséquences politiques et sociales désastreuses pour les dirigeants africains en pleine transition en plus démocratique pour la plupart d'entre eux. Donc ils sentent bien que c'est une rupture dans la confiance, la solidarité, et ça marque quand même une date sur un point essentiel
du maintien de l'influence française, qui est le franc CFA et la solidarité financière, tout simplement. Le deuxième élément, qui fera évidemment polémique jusqu'à nos jours, c'est la question du Rwanda et le fait que la France vole au secours du régime du président Hutu Juvenal Biarimana à partir du 1er octobre 1990. Pourquoi? Parce que les exilés Tutsis, au sein de l'armée donc, du Front patriotique rwandais, décident de reprendre par la force le pouvoir à Kigali et lance une grande offensive avec l'aide de l'Ouganda de Museveni. Et cette offensive, ponctuée d'ailleurs d'un certain nombre de massacres interethniques des deux côtés, et cela conduit la France à intervenir pour sauver le régime d'Abiyarimana, qui est même le régime de plus de 80% de la population, puisque les Hutus représentent à peu près, quelle que soit leur division interne, globalement plus de 80% de la population. Donc c'est la peur essentiellement disons, d'un conflit qui entraîne des massacres de masse, qui pousse François Mitterrand à intervenir en faveur d'Abiyarimana, sachant que le Rwanda ne fait pas partie du précaré au sens classique, c'est une ancienne colonie belge, qui a des accords de coopération compris militaire avec la France, mais fondamentalement, ce n'est pas le cœur de la France-Afrique. Mais ça se termine par l'assassinat d'Abiyarimana dans un attentat contre son avion, dont on n'est pas toujours sûr encore des commanditaires, même si on se doute plus ou moins de celui qui en a bénéficié le plus, par la victoire du FPR et bien sûr le génocide des Tutsis fait par les extrémistes Hutus qui ont succédé à Biarimana. Donc la France, même si elle ne participe pas bien sûr et qu'elle ne soutient pas les autorités génocidaires, parce qu'elle a rompu sa coopération militaire avec ces autorités au lendemain de l'assassinat d'Abiyarimana le 6 avril 1994, la France est accusée, bien sûr, par sa politique de soutien au régime d'Abiyarimana, d'être complice, disons, du processus qui conduit au génocide. Donc, c'est au moment où elle est en train de changer les modalités de sa politique africaine, parce qu'elle a obligé aussi Abiyarimana à commencer à démocratiser son régime, à accepter le multipartisme, un gouvernement de transition, mais tout ça est parti en l'air avec l'assassinat d'Abiyarimana. Donc c'est au moment où elle change ses modalités en poussant ces processus démocratiques qu'elle est rattrapée par les vieilles pratiques d'interventionnisme et d'une manière particulièrement gravissime, c'est-à-dire avec ce qui est à l'heure actuelle le seul génocide reconnu par l'ONU sur le sol africain. Donc, pour l'image de la politique africaine de la France, d'autant plus que c'est le moment où débute le scandale Elf Gabon, ça fait quand même beaucoup de choses et ça précipite évidemment côté français cette rupture au moins sémantique avec le CCI par rapport à des relations franco-africaines qui deviennent coupables, quoi qu'il arrive, de tous les torts. La nouvelle politique ou la politique africaine New Look post-guerre froide mise en place par François Mitterrand et surtout mise en application par Jacques Chirac et son Premier ministre Lionel Jospin, c'est traduite notamment par une expression qui a fait date, même si elle ne veut pas dire grand-chose, le fameux nini de Jospin, c'est ni ingérence ni indifférence. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de précaré, bien sûr, en tant que tel, mais il y a quand même la volonté de conserver une position importante auprès d'un certain nombre de pays africains francophones. Cette volonté a été en partie, disons, contrecarrée du point de vue économique par le fait que la fin de la guerre froide a correspondu aussi à une phase d'accélération de la mondialisation économique et que cette accélération de la mondialisation économique a mis fin au tête-à-tête commercial ou presque franco-africain au profit de la multiplication des partenaires économiques pour l'Afrique. Ce qui fait que, bien sûr, on le sait bien, la France-Afrique a été largement remplacée du point de vue économique par la China-Africa ou la Chine-Afrique, puisque entre 2000 et nos jours, la France, qui était le premier partenaire économique de l'Afrique, est devenue le deuxième ou le troisième au profit, au détriment, comme on veut, de la Chine, qui est de très loin maintenant le premier partenaire commercial de l'Afrique. Donc, l'un des fondements de cette relation privilégiée est en train
de disparaître, en tout cas de s'amenuiser fortement, y compris dans ces bastions de l'Afrique subsaharienne francophone, y compris au Gabon ou en Côte d'Ivoire, où la France maintient difficilement sa première position de partenaire commercial. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur, disons, la coopération militaire, euh, qui fut un des piliers de la France-Afrique, gaullienne, pompidolienne, giscardienne et mitterrandienne. Après le désastre du Rwanda, la France a décidé de changer complètement sa politique militaire et a mis en place ce qu'on appelle le programme RECAMP de renforcement des capacités militaires des armées africaines à partir de 1997-98. L'objectif, c'est que ce soit les Africains qui soient en mesure de régler eux-mêmes leurs problèmes de sécurité intérieure et extérieure. Vous voyez, c'est vraiment la leçon de l'échec d'une intervention française au Rwanda entre 90 et 93 et la volonté de ne plus s'engager de cette manière-là parce que le coût politique, y compris au sein de la société française, est beaucoup trop élevé. Il n'est plus possible de mener des interventions unilatérales comme on aurait pu le faire encore dans les années 60, 70 et même 80. Donc là, il y a vraiment un changement de logiciel qui fait que les interventions militaires françaises, si elles doivent se faire, doivent l'être dans le cadre d'un engagement multilatéral, de préférence européen. Ce sera le cas, par exemple, de l'opération Artemis au début du XXe siècle en Ituri, dans l'Est de la République démocratique du Congo, ou EUFOR RCA Tchad en 2008-2009. Ce sont des interventions New Look souhaitées par la France. Pour autant, ça n'empêche pas les interventions militaires un peu plus directes. C'est ce qui s'est passé avec l'opération Licorne à partir de 2002-2003 en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Et puis, bien sûr, les interventions militaires françaises au Sahel à partir de 2013, que ce soit RCA Sangaris, que ce soit Serval, puis l'ensemble avec Barkhane, G5 Sahel, pendant 10 ans, jusqu'à il y a peu de temps, la France a été finalement la principale puissance militaire contributrice de sécurité au Sahel, indépendamment des puissances africaines, hein, j'entends des puissances extérieures à l'Afrique. Donc, cette crédibilité française, elle a été remise en cause par ce qui est perçu comme l'échec du Barkhane, c'est-à-dire tout simplement l'échec, non pas militaire, mais l'échec de la stabilisation, de la transition, ou plutôt du putsch de la junte militaire au Mali, qui a fini par se séparer évidemment de la France, qui lui posait trop de questions sur les questions démocratiques, de transition, d'élections à venir, etc., etc. Wagner et la Russie, de ce point de vue-là, étaient des partenaires beaucoup plus fiables pour des régimes qui n'ont aucune velléité démocratique. Donc là aussi, la crédibilité française, c'est-à-dire la crédibilité des armes françaises, a été sérieusement atteinte, ce qui pose, à l'heure où je vous parle, la question du devenir de la puissance française comme puissance africaine en Afrique. Contrairement à ce que j'entends souvent, c'est pas la fin de la France-Afrique. Le risque actuel, c'est la fin de la France en Afrique, ce qui n'est pas du tout pareil, puisque la France-Afrique, pour l'essentiel, elle a disparu dans les années 90, avec la nouvelle donne internationale, la nouvelle donne franco-française et bien sûr la nouvelle donne africaine. Il y a désormais des puissances qui jouent ouvertement contre la France en Afrique. La Russie, bien sûr, que j'ai citée, la Chine aussi, qui est très présente et qui essaye par tous les moyens, elle aussi entretient des récitatifs sur la toile qui sont très anti-français, en associant systématiquement la France à la colonisation, aux problèmes de développement. Vous avez aussi des récitatifs turcs qui sont très défavorables à la France. Bref, vous avez une conjonction parce que la France est facilement un bouc émissaire pour le passé, la colonisation, comme pour le présent, c'est-à-dire l'échec de la stabilisation sécuritaire du Mali, qui est le principal reproche finalement des populations maliennes par rapport à la France, car ils espéraient qu'à défaut de l'armée malienne, l'armée française, celle de l'ancien colonisateur, puisse réaliser cette pacification du Mali. Et pour le futur, bien sûr, la question, c'est de contrecarrer ces récits anti-français qui sont très largement sur les réseaux sociaux avec évidemment l'effet amplificateur techniquement des réseaux sociaux et qui touchent
la jeunesse, parce que ce sont d'abord les jeunes qui utilisent des smartphones, non pas que les anciens ou plus anciens n'en utilisent pas, mais c'est quand même d'abord un élément générationnel, typiquement jeune. Mais quand on sait que près de 60% de la population africaine a moins de 20 ans ou moins de 25 ans, euh, et que les systèmes éducatifs africains n'ont pas forcément gagné en efficacité, c'est-à-dire que le sens critique, c'est quand même pas ce qui est le plus répandu. À partir du moment où vous sortez d'un système scolaire qui ne vous a pas inculqué suffisamment de sens critique, et notamment à être capable de déjouer des fake news qui sont légion, bien sûr, sur les réseaux sociaux utilisés par les jeunes et les moins jeunes en Afrique. Donc, la première bataille, c'est de gagner la bataille de la communication, sachant que probablement les médias, notamment français, surestiment, à mon sens, le sentiment anti-français à l'heure actuelle, qui, bien sûr, la France pâtit d'un certain nombre d'échecs, échecs, bien sûr, de sa garantie militaire, ce qui était un des éléments clés de sa crédibilité en Afrique. Elle pâtit aussi d'avoir une position économique, et à l'image de son commerce extérieur globalement, mais une position économique en Afrique qui, en pourcentage, en tout cas, point de vue relatif, baisse par rapport à la Chine et d'autres acteurs économiques devenus majeurs sur le continent africain. Donc, c'est une France moins présente, à tout point de vue, qui pose problème. Et en plus, il faut voir qu'il y a dans la jeunesse africaine et dans toutes les sociétés civiles africaines un véritable désenchantement par rapport à la démocratie. C'est l'échec des transitions démocratiques des années 90 qui, normalement, c'est ce qu'on leur avait promis, devait amener le développement économique, la fin des problèmes sécuritaires. Or, c'est pas vraiment le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a un désenchantement et une sorte de méfiance congénitale contre toute forme d'autorité des pouvoirs africains, jugés corrompus, autoritaires, pour la plupart d'entre eux, ce qui est vrai. Donc axer la politique française sur, disons, un élément favorisant la bonne gouvernance des droits de l'homme, vous met déjà en porte-à-faux avec la plupart des régimes africains en tant que tels, ce qui est l'un des problèmes du positionnement français à l'heure actuelle, ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner ce que nous sommes et ce que nous souhaitons de mieux pour les autres, mais il est certain que c'est pas simple dans un contexte dominé par des coups d'État militaires, des juntes militaires ou des présidents à vie, puisque l'un des éléments des transitions démocratiques des années 90 que la France avait imposé dans les modifications constitutionnelles de ses amis africains, c'était la limitation du nombre de mandats présidentiels. Le fameux verrou des mandats présidentiels a sauté un peu partout. D'ailleurs, dans l'Afrique francophone comme anglophone, vous avez ce verrou qui a été modifié à partir des années 2000 et qui a disparu, ce qui fait qu'on a un certain nombre de pays en Afrique, et qui sont de plus en plus nombreux, où, sans changement brutal de l'ordre constitutionnel, comme disent pudiquement des communiqués de l'ONU ou de la diplomatie française, vous avez des présidents qui sont là depuis pas mal de mandats et qui risquent de rester un certain nombre dans l'Afrique francophone comme dans l'Afrique anglophone. Dans l'Afrique anglophone, vous avez évidemment le vétéran Paul Biya au Cameroun, depuis 83. Vous avez aussi un autre vétéran dans l'Afrique anglophone, le président Museveni en Ouganda, qui est là depuis 86. Et puis, vous avez tous ceux qui s'apprêtent à continuer, le président Kagame, par exemple au Rwanda, ou dans d'autres endroits, sauf renversement, par la rue, par l'armée, par des putschs. Donc là, il y a aussi une question de positionnement sur la question des droits de l'homme, la question de la bonne gouvernance, de la démocratie, qui est de plus en plus ressentie par les sociétés civiles africaines comme un échec pour eux en termes de capacité vraiment à assurer le développement économique et social de l'Afrique. Et ça, pour la position française, c'est une difficulté supplémentaire parce que c'est quand même notre fond de doctrine diplomatique, de cette projection de ce que nous considérons comme le meilleur de notre système pour les populations africaines.